Mais c'est du Ravel, le début de Ronsard à son âme. Tu t'attendais à quelque chose d'autre? Oui, enfin, le programme du festival m'a fait penser à un autre type de musique. Ça arrive, ne t'inquiète pas. C'est en partant de cette brève mélodie que Gérard Pesson a composé la pièce orchestrale Ravel à son âme. Un vrai jeu de mots. Et une œuvre délicate et élégiaque. Elle emprunte la matière chère à Ravel. C'est-à-dire l'harmonie. Oui, mais pas seulement. Si on entend des accords qui rappellent la mélodie de tout à l'heure, Gérard Pesson fait un assemblage de petits détails qui évoquent la pensée de Ravel, notamment par l'imitation de la nature avec une flûte à coulisses ou un apport à vis pour figurer le chant du rossignol. Tout s'échappe pourtant très vite. Surtout quand arrivent les mouvements d'horlogerie qui donnent un côté mécanique à la pièce. Et puis l'Espagne, très chère à Ravel, est évoquée par le rythme des castagnettes. Mais, comme le dit Pesson, tout est réduit à la dimension d'un nécessaire de voyage ou d'une boîte à musique. On peut avoir l'impression de reconnaître telle ou telle chose, mais ce ne sont que des éclats, des réfractions, des mirages solaires ou nocturnes, surexposés ou subliminaux. En parlant de Ravel, une autre pièce semble s'inscrire dans cette lignée, mais dans un registre tout à fait différent. Le concerto pour piano Left Alone de Hans Abrahamsen rejoint le répertoire d'œuvres pour la main gauche, constitué par Saint-Saëns, Prokofiev et bien évidemment Ravel. Abrahamsen connaît parfaitement ce répertoire. Il est né avec une paralysie cérébrale et ne peut pas utiliser correctement sa main droite. Left Alone n'est donc pas uniquement une indication pratique pour la main gauche seule, car le message de l'œuvre dévoile les thèmes de la solitude et de l'isolement, parfaitement traduit par le compositeur danois, le peintre des atmosphères sonores. Malgré quelques moments de détente, l'œuvre garde son côté sombre, même si des rythmes motoriques et des glissandi viennent s'ajouter ici ou là. Il paraît qu'il n'est pas facile de se séparer du côté percussif du piano. Absolument. Même si au début des années 2000, George Benjamin souhaite utiliser le piano comme un instrument qui sait chanter. C'est sa qualité percussive qui est exploitée dans le duet pour piano et orchestre. Mais enfin, après avoir écouté le début de l'œuvre, où le piano fait sa cadence de soliste, typique du concerto, il me semble que nous avons ici affaire à un vrai faux concerto, car au lieu d'opposer l'orchestre et la virtuosité du piano, Benjamin cherche à rapprocher leurs timbres. Une tâche qui s'avère difficile, car tout semble les séparer. Et pourtant, le pari est réussi. Benjamin adore jouer avec les contraintes. Tout à fait, notamment dans l'instrumentation. Par exemple, celle de duet ne contient pas de violon, mais donne un rôle important aux instruments proches de la sonorité percussive du piano, comme les percussions ou la harpe. Sans les violons, le rôle mélodique est confié aux trompettes. Tandis que les instruments à cordes explorent leur côté percussif avec des pizzicati ou des notes courtes accentuées. On dirait même que des éléments rythmiques d'une danse lointaine traversent l'œuvre avant qu'elle ne s'achève par un appel des cuivres d'une manière presque baroque et grandiose. Qui est l'auteur de cette musique? Quelqu'un qui a horreur de se répéter et qui adore explorer de nouvelles contraintes dans chaque pièce qu'il compose. Ah, on parle donc toujours de George Benjamin et de ses palimpsestes pour orchestre. On dirait presque que le titre génère sa forme. Car si le terme évoque un parchemin dont on a effacé la première écriture pour pouvoir écrire un nouveau texte, Benjamin reprend cette idée et la transpose en musique. Tout à fait. La mélodie à 3 voix aux clarinettes est traitée comme un palimpseste et semble revenir à plusieurs reprises. Le début du deuxième volet de cette pièce est pourtant bien différent. On entend l'influence de Webern, car Benjamin fait éclater la mélodie entre divers instruments pour jouer sur leur timbre. Et pourtant, toute cette partie est un gigantesque canon, avec des règles d'imitation codées. Le final, Prestissimo, rend hommage au dédicataire de l'œuvre, Pierre Boulez, qui adorait diriger avec des tempi extrêmement vifs. Cette fin est vraiment troublante et surprenante.
Malgré les rappels du début de l'œuvre, comme les interruptions sèches et fortes des cuivres, un nouveau matériau vient s'ajouter. Oui, comme des notes rapides au cuivre ou des figures interprétées par des piccolos et des harpes. Cela ressemble à une fin exemplaire pour cette œuvre qui évoque le mélange du passé et de l'avenir. La véritable mise en œuvre d'un palimpseste en musique.